le monde en général vient de traverser une situation relativement difficile avec le coronavirus. Alors, ne serait-il pas mieux d'investir cet argent dans la santé publique ou dans un autre département, dans une autre thématique? Les dépenses pour la santé sont de l'ordre de 80 milliards par année en Suisse, n'est-ce pas? Le budget de la défense tout entier, c'est pas seulement les forces aériennes, mais c'est toute l'armée, c'est de l'ordre de 5 milliards par année. Donc, c'est déjà une proportion telle qui correspond d'ailleurs à la réalité. Il est évident que la santé doit être mise en avant, et c'est le cas. Et on ne peut pas dire maintenant qu'on va prendre un petit peu du budget militaire et le consacrer à la santé. Ce serait un effet complètement négligeable. Les dépenses pour la santé sont déjà largement un facteur 15 au-delà des dépenses pour la défense. Il faut traiter les sujets tels qu'ils sont, n'est-ce pas? Il y a la sécurité, il y a la santé. La santé est mise en avant pour des raisons évidentes, parce que c'est la question de tous les jours. Des gens qui sont malades, soins intensifs, hôpitaux, assurance maladie, tout ça, le système est mis en place et à mon avis, il marche bien. Mais il ne faut pas commencer à gratter sur le budget de la défense pour en avoir un peu plus pour la santé. Monsieur Vautravers, vous allez vous exprimer. Bon, mes parents sont tous les deux médecins, donc je ne vais certainement pas critiquer le domaine de la santé ou les dépenses dans ce sens. Et puis, c'est pas de cela qu'il s'agit, parce que la défense contre une menace dans la troisième dimension, contre une menace militaire, contre une menace terroriste, il me semble qu'on est dans quelque chose de tout à fait différent d'un plan catastrophe qui vise à se protéger contre une pandémie, ou alors un plan catastrophe qui vise à se protéger contre une catastrophe technologique ou naturelle. Donc, quelque part, je reviens à ce schéma politique de la gestion des risques, de la politique de sécurité. On fait une analyse, quelles sont les différentes menaces qui peuvent se profiler dans les 5 prochaines années, dans les 10, pourquoi pas les 30 prochaines années, et puis on alloue des ressources en fonction de ce que l'on pense de ces probabilités et puis de l'impact de ces risques. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on sort d'une situation on est en train de sortir d'une situation d'épidémie assez grave à l'échelle du continent, à l'échelle mondiale. Mais enfin, la prochaine menace, la prochaine catastrophe, elle sera probablement pas exactement du même ordre que celle que l'on vient de vivre. Je prends toujours l'exemple du camion de pompiers. Vous avez un conseil municipal ou communal qui rechigne à mettre de l'argent, à investir dans l'achat d'un nouveau camion de pompiers. Bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? Le jour où il y a un incendie, vous êtes absolument certain que tout le monde va voter, va lever la main pour acheter le camion le plus performant, le plus moderne. Bon, statistiquement, c'est pas très bon parce que ce camion, statistiquement ou en termes de probabilité, il va très certainement servir à la commune d'à côté parce que deux incidents de pépins, de catastrophes identiques qui arriveraient exactement au même endroit, c'est quand même quelque chose d'assez rare et pas très statistique. Donc, je regarde les différents risques et je me dis que dans chacun de ces domaines, on doit être prêt, on doit en tout cas planifier une certaine réponse et puis d'être complètement aveugle de tout ce qui se passe dans la troisième dimension à l'époque où pratiquement chaque État moyen, même les petits, dispose de satellites, dispose d'avions, dispose de drones, dispose de missiles de croisière. C'est quand même quelque chose de pas très responsable. Je me rends aussi compte on a un environnement stratégique qui, il y a 30 ans, c'était la chute du mur de Berlin, c'était c'était une situation où on était en train de diminuer la menace militaire et donc on diminuait les forces militaires de manière proportionnelle. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette situation-là. Il y a pratiquement une cinquantaine de pays à travers le monde, donc c'est un pays sur 4 qui est en conflit armé, qui est en guerre. On est dans une situation où on a des situations de conflit, des situations de conflit non résolues aux frontières, voire même à l'intérieur de l'Europe. On a une situation où, pour la première fois depuis 2015, tous les États à travers le monde réarment et augmentent leur budget de la défense, y compris les États européens. On se retrouve en plus dans une
une situation où tout le monde a besoin de moderniser, de remplacer, que ce soit des avions, des chars, des pièces d'artillerie, des moyens logistiques, des fusils qui datent de la guerre froide. Donc, on est dans cette période où dans les années 2025, 2035, on va voir que pratiquement chaque État, chacun de nos voisins va se rééquiper, va changer de génération d'équipements militaires. Donc la Suisse fait, si j'ose dire, pareil. Elle est responsable et on parlera peut-être, si vous le voulez, d'alliance ou de coopération en matière de sécurité ou militaire. Enfin, si vous êtes le seul qui dispose d'avions obsolètes d'il y a 30, 40 ou 50 ans en arrière, on ne peut pas faire de partenariat, on ne peut pas faire des accords avec un État qui ne peut rien fournir, qui ne peut pas appuyer ses proches. Boris Queno, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, alors en termes de comparaison de budget, si on compare par exemple aussi avec l'investissement qui est fait pour le rail, on parle de 13 milliards, c'est des montants qui sont aussi assez élevés et je pense que c'est très émotionnel toutes ces discussions autour d'un avion de combat. C'est juste très émotionnel et je me l'explique parce que au niveau du rail, par exemple, c'est quelque chose qui est mesurable par tout le monde. Le transport public est facilement mesurable par le public. La sécurité aérienne, je pense que c'est plus difficilement mesurable par tout un chacun. Et donc, je trouve que les discussions qu'on va avoir dans le cadre de ce prochain avion de combat, ce seront probablement des discussions plus émotionnelles que vraiment de démontrer le besoin qu'il y a de pouvoir continuer à assurer la sécurité aérienne. Et il n'y a pas de crédit supplémentaire qui est demandé. Donc, on puise dans le budget ordinaire de l'armée. Donc, je crois que c'est simplement une nécessité de pouvoir continuer à protéger notre espace aérien. Oui, au sujet des dépenses, on peut peut-être mentionner encore ce qui a été dit dans la presse à quelques reprises. Ah, mais c'est pas 6 milliards, c'est 18 milliards ou peut-être 24 milliards. Il faut bien comprendre que les 6 milliards, c'est la dépense initiale pour se procurer des avions. Je parle des avions seulement. Les moyens de défense sol-air sont séparés pour un ordre de grandeur de 2 milliards. Et ensuite, il y a évidemment l'utilisation de ce moyen pendant 30 ans à raison de à peu près 400 millions par année, ce qui fait 12 milliards supplémentaires, ce qui fait un total de 18 milliards. Donc, l'achat initial est de l'ordre de grandeur de 6 milliards pour de 30 à 40 avions. Et ensuite, il y a évidemment pendant une période de 30 ans, et 30 ans c'est long, l'utilisation de ces moyens qui va évidemment demander des moyens financiers qui seront pris dans le budget normal de l'armée. Donc, ce qui était brandi comme étant non pas 6 milliards, mais 18 milliards, c'est deux choses qui sont complètement différentes. C'est l'acquisition initiale de l'ordre de grandeur de 6 et les 12 viennent de l'utilisation de ce moyen pendant une longue période de 30 ans. Je voulais le préciser ça parce que ça n'a pas été clair pour beaucoup de gens.